Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? Coco Chanel disait « L'élégance, c'est quand l'intérieur est aussi beau que l'extérieur ». À l'ère de la fast fashion, où le luxe est devenu une notion instagrammable à portée de main de quiconque pouvant avoir accès à un crédit, nous vivons une période où s'habiller est synonyme de débrouillardise. Combinez un sac Chanel vintage avec une robe Zara et des sneakers Nike, sortez votre iPhone 10 et le monde est à vous. Dans ce dédale de tissus et de croquis, certaines voix s'élèvent pour alerter sur un mode de consommation à l'encontre du bon sens et de l'éco-responsabilité. Natacha Ruiz est une de ces voix, fondatrice de Poesia Vision et co-auteure du livre Guide de la mode éco-responsable avec Alice Lehoux. Elle nous parle aujourd'hui de mode responsable dans ma pause café avec Tia. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des gens qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de faire, de vivre, de consommer, de penser, mais surtout changer les choses. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, noter et partager ce podcast pour m'aider à mieux être référencé. Bienvenue dans ma pause café avec Tia. Bonjour Natacha. Bonjour Tia. Ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, super. Plein été, pleine canicule à Berlin. Je ne sais pas pour toi, tu es à Paris? Oui, je suis à Paris depuis quelques jours. Je viens de rentrer. C'est très compliqué la chaleur, mais bon, heureusement, on a des ventilateurs partout. Exactement. Alors déjà, bienvenue dans ma pause café avec Tia. On va commencer avec une question toute simple pour se mettre en jambe. Toi, tu es plutôt thé ou café? Moi, je suis plutôt thé, sans sucre. Ok, bon, alors ce sera une pause thé avec toi. Voilà. On va remonter le temps pour comprendre ton parcours, pour comprendre qui tu es. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai fait des recherches, je me suis dit « Waouh, comment elle a pu faire tout ça ?» alors que tu es encore très jeune. Un parcours qui est hyper riche et surtout qui va nous permettre de comprendre ce que tu crées aujourd'hui. Donc, très tôt, tu te lances dans la mode via tes études à Mulhouse et Strasbourg, notamment. Ça a été, dès ton plus jeune âge, une évidence que tu allais travailler dans le secteur de la mode? Oui, alors assez jeune au collège, j'ai commencé à... Quand je reviens dans mes souvenirs, je me suis dit « Ah, j'aimerais bien faire connaître des nouvelles créations, mais je ne savais pas trop quel métier c'était. Et un jour, en discutant avec un ami, il me dit « Ah, mais ma sœur, elle fait un peu ça, elle est chef de produit textile. » Et du coup, je me suis dit « Tiens, ça a l'air intéressant ce qu'elle fait. Elle allait chercher dans le monde entier les nouveaux tissus pour créer les nouvelles collections, etc. » Et puis un jour, moi, je faisais des études en communication à ce moment-là. Et puis une fille vient me voir et elle me parle de l'ISTA. L'école qui forme des chefs de produits textiles, et quand je lis la plaquette, je me dis mais c'est exactement ça que j'ai envie de faire, quoi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à postuler à cette école. D'abord j'ai fait un stage là-bas en fait en première année de l'IUT en communication. J'ai découvert l'ISTA. Ensuite, j'ai fait un stage avec une créatrice de mode à Strasbourg qui faisait du sur-mesure et qui vendait aussi des collections de prêt-à-porter. Et puis ensuite, j'ai rejoint l'ISTA pendant 2 ans où j'ai été formée justement au métier de chef de produit textile. Alors pour être précis, c'est vraiment on comprend comment on crée une collection de vêtements depuis la fibre, la matière première, jusqu'à la commercialisation en fait d'un vêtement. D'accord, donc en fait, toi, on va dire que tu chapeautes un petit peu tout ce circuit de fabrication. Alors en fait, c'est ça, on va dire, c'est le diplôme que j'ai eu, c'est ça. Après, moi, j'ai pas forcément fait ça de manière concrète au quotidien, parce que moi, j'étais vraiment de formation en communication. Donc c'est vrai que je me suis plus tournée vers ça. C'était comment faire connaître les marques, tout en ayant cette connaissance en fait de l'univers de la mode. Et puis après, je suis partie aux États-Unis, où là, je découvrais la partie créative. Comment s'est passée ton expérience là-bas, justement aux États-Unis? Alors là-bas, c'était vraiment extraordinaire. En fait, ça a changé ma vie, vraiment, parce que j'avais vécu toute ma vie en Alsace et j'avais vraiment envie de quitter en fait ma région pour découvrir autre chose. Et par hasard, sur Internet, je suis tombée sur une formation à New York qui formait justement dans un diplôme chez Fashion Design, en fait. Et c'était complémentaire de mon école qui était plus orientée, on va dire, business, management et technique, avec aussi une touche de création. Mais là-bas, c'était vraiment orienté création pure. Donc, on avait des cours de couture, des cours de photographie, on a fait des plans de collection, des cours de dessin. Enfin, voilà, donc c'était hyper riche. Et là-bas, j'ai découvert la mode éco-responsable, en fait. Ça a totalement changé ma vie et c'est aujourd'hui ce que je fais. Donc, c'est pour ça que je dis que ça a été assez impactant pour moi. Et c'est là-bas que j'ai découvert ma facette d'entrepreneur aussi.
D'accord. Est-ce que ton enseignement aux États-Unis a vraiment été totalement, mais vraiment totalement différent de ce que tu avais appris en France? Ou tu nous as dit que c'était complémentaire, mais des fois, on a l'impression que c'est le jour et la nuit quand on parle de ce qu'on apprend en France et de ce qu'on apprend aux États-Unis. Ou est-ce que toi, tu n'as pas eu cette vision-là? Oui, comme tu dis, en fait, c'était vraiment deux mondes différents parce que l'ISTA, c'était vraiment très école de commerce. En fait, on peut dire ça un peu, c'était une formation commerce. Et là-bas, j'étais à la fois à poursuivre des cours de langue et en même temps, j'avais ces cours de mode, en fait, avec des professionnels de l'industrie aux États-Unis. Donc, c'était pour moi totalement une autre expérience, en fait. Donc, je peux pas vraiment comparer parce que j'ai pas été dans une école de commerce aux États-Unis, donc je peux pas comparer les deux, en fait. C'était vraiment autre chose. Tu m'as dit que voilà, tu as bossé donc aux États-Unis et là tu découvres cet univers éco-responsable. Est-ce que tu penses que tu avais quand même en toi cette petite fibre avant et que finalement ça a juste fait écho ou c'est vraiment quelque chose que tu as découvert en arrivant là-bas? Alors, je pense que c'était quelque chose qui était déjà en moi parce que j'ai toujours eu cette envie de respecter les autres. J'ai déjà, depuis que j'étais petite, on faisait toujours les vêtements plus petits, on se les échangeait. Trop petits, on se les échangeait entre cousins, cousines. J'ai jamais jeté un vêtement, on mettait toujours dans des sacs pour les donner. En fait, voilà. Donc, il y avait déjà des choses qui étaient en moi, on va dire. Et puis, quand j'ai découvert la mode éco-responsable, ça a été comme un déclic parce que je me suis dit, mais oui, respecter l'humain, la planète, mais c'est logique, c'était des valeurs qui étaient en moi déjà, en fait. Donc, du coup, c'était comme si, en fait, oui, c'est vers cette mode que je veux aller. La mode plus superficielle où on doit changer tout le temps les tendances. Enfin, moi, ce qui m'intéressait dans la mode, c'était ce côté sociologique, en fait. C'est quand j'ai passé mon entretien, justement, oral à l'ISTA, où on devait présenter les raisons pour lesquelles on voulait travailler dans la mode, c'était ça. C'était, oui, j'ai beaucoup aimé voir l'évolution du vêtement dans le temps, comment ça a impacté, comment on voit l'évolution interne, en fait, de la femme, notamment, parce qu'on voit vraiment comment les vêtements évoluent et comment ça a impacté le statut social de la femme, en fait. C'est représentatif. Donc, du coup, c'est tout ça qui m'intéressait dans la mode, plus que le vêtement ou les tendances en tant que telles, en fait. Ça, c'est génial. J'ai d'ailleurs regardé une de tes vidéos sur ta chaîne YouTube qui parle de l'évolution de la mode, justement, et j'ai trouvé ça passionnant parce que, comme tu le dis, c'est pas qu'une question de tissu, en fait. C'est vrai que beaucoup de personnes vont de manière très synthétique, très simpliste, nous dire que le vêtement, c'est qu'un bout de tissu, alors que finalement, non, et tu le résumes très bien, c'est une histoire, c'est le côté sociétal qui est mise en avant à travers les modes, à travers les tendances. Si on parle de la mini-jupe, il y a tout un mouvement qui est autour de ça. C'est pas juste un morceau de tissu sur une femme, c'est l'émancipation de la femme, c'est la liberté de la femme. Et depuis le début du vêtement, justement, jusqu'à aujourd'hui, et même encore aujourd'hui, il n'y a pas très longtemps, on parlait de l'apparition des tétons. Donc même aujourd'hui encore, le vêtement suscite des réactions parce que ça fait partie de la société et qu'on en a besoin. Et que forcément, ça veut dire quelque chose quand on porte un style de vêtement. Exactement, c'est identitaire en fait, ça parle de soi et je m'intéresse beaucoup en ce moment justement, si je peux en parler rapidement, c'est la méta. En fait, c'est un processus en fait une méthode qui permet de comprendre quels sont les vêtements qui sont adaptés à chaque personne, que ce soit les couleurs, les matières, les structures de vêtements. On a chacun en fait une identité différente. Et ça raconte en fait qui on est intérieurement de porter les vêtements qui sont alignés extérieurement en fait. Et j'ai fait cette formation avec Flora Douville. Je trouvais ça passionnant parce que du coup on se rend compte qu'il y a vraiment des couleurs qui nous font rayonner. Il y a des matières dans lesquelles vraiment on se sent à l'aise. Où je t'entends plus. Est-ce que tu es toujours là? Qui sont, oui, ça a coupé jusqu'à les vêtements dans lesquels on se sent à l'aise. Ah, excuse-moi. D'accord, voilà. Je sais pas pourquoi ça a coupé. Ok. Oui, du coup tu veux que je reprenne comment? Simplement, continue ta phrase, simplement. Ah, ok, d'accord. Oui, du coup, c'est des vêtements dans lesquels on se sent vraiment nous-mêmes, puisque ça raconte en fait qui on est intérieurement. Et du coup, ça nous fait rayonner, ça nous porte notre mouvement, ça raconte aussi l'énergie qui se dégage de nous grâce aux structures de vêtements. Enfin, voilà, c'est passionnant et ça permet finalement de recréer un nouveau lien avec son vêtement. Aujourd'hui, quand je vais en magasin, je vais plus juste prendre un vêtement pour prendre un vêtement. Je vais me dire, est-ce qu'il est dans une couleur de ma palette? Est-ce que le tissu, est-ce que il est confortable? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que ça porte mon mouvement? Est-ce que la structure porte mon énergie? En fait, c'est toute une nouvelle approche du vêtement, en fait. Et je trouve ça extraordinaire d'avoir découvert cette méthode. Justement, ouais, je connaissais pas du tout. Et je me dis que ça peut permettre aussi à beaucoup de personnes de se redécouvrir finalement. Exactement. Ça raconte en fait des choses sur
notre plan motivationnel. Les couleurs racontent pourquoi on fait les choses de telle ou telle façon. Ça raconte notre plan émotionnel, pourquoi ces matières, le mouvement lié aux 4 éléments en fait, air, terre, eau, feu. Les 4 palettes, c'est printemps, été, automne, hiver. Et la structure, c'est ligne, cercle, losange. Et donc, ça raconte en fait des choses sur le plan mental. Enfin, c'est vraiment une étude à la fois, on me dirait, c'est de psychologique et en même temps physique en fait. C'est allier les deux pour créer une fusion en fait et être pleinement qui on est grâce à nos vêtements. C'est vraiment révolutionnaire. Et on peut comprendre aussi finalement quand on va pas bien, pourquoi on va préférer tel style de vêtements plutôt qu'un autre peut-être aussi. Oui, parce que les couleurs racontent des choses en fait. C'est pas par hasard qu'on s'intéresse à certaines couleurs. Et d'ailleurs, par exemple, le noir qui s'est démocratisé. Et ben, par exemple, Flora Deauville, elle dit que c'est limite une prison énergétique parce que c'est une non-couleur en fait. Et du coup, c'est limite comme si ça nous empêche d'exprimer pleinement qui on est. Moi, je mettais beaucoup de noir et je me suis rendu compte que c'était une manière en fait, c'était comme si je voulais pas exactement révéler qui j'étais. C'était une forme de protection, en fait. Et maintenant que je commence à porter plus mes vêtements, j'ose plus affirmer ma sensibilité, ma manière d'être, qui je suis, en fait. C'est vraiment très intéressant d'analyser, en fait, pourquoi on porte telle ou telle couleur. C'est marrant parce que alors moi c'est pas du tout ça. Pour moi le noir c'était plus une armure, tu sais, un truc hyper fort qui va montrer mon caractère très fort en fait, alors qu'en fait pas du tout peut-être. Oui, après, je sais pas, il faut faire le test des couleurs et c'est là que tu peux découvrir quelle est ta palette. Mais peut-être tu peux être hiver et donc le noir fait partie de la palette hiver. Mais moi, je suis printemps et du coup, le noir ne fait pas du tout partie de ma palette. C'est pas du tout une couleur qui me valorise. Et quand j'ai fait le test des couleurs, j'ai mis une couleur de ma palette et du noir et blanc. Par exemple, je vois mon visage dur et quand je mets ma couleur, mon visage rayonne, s'illumine et je vois même la couleur changer. C'est hyper fort. Ah je vais le faire après. Ah ouais. Merci pour cette astuce. Sur les sites. C'est un programme, il y a un livre qui s'appelle Révélez-vous, votre garde-robe peut changer votre vie. Ça permet de découvrir en fait la méthode déjà, une première approche. Ok, voilà. Génial. On va revenir à ton évolution. Donc après les États-Unis, tu reviens en France. Comment justement se poursuit ton travail dans le secteur de la mode ? Alors en fait, après avoir été aux États-Unis, dans ma tête, je me suis dit un jour je serai entrepreneur. Mais bon, je savais pas très bien quand. Donc je me suis dit le milieu de la mode, là où il y a le plus d'opportunités, c'est à Paris. Donc je me suis dit je vais venir à Paris tenter ma chance, tout en ayant dans cette idée déjà de me dire comment est-ce que je pourrais potentiellement m'investir dans la mode éco-responsable en France sans vraiment connaître le marché ni les acteurs. On en parlait déjà à l'époque ? Oui, alors on va dire qu'il y a eu plusieurs vagues. J'en parle d'ailleurs dans un des talk shows que je propose sur la chaîne Poesia Channel, où justement on voit qu'il y a eu plusieurs étapes en fait. Fin des années on va dire dans les années 90, il y a une première vague. Dans les années 2000, il y a une deuxième vague. Et moi, j'étais plus vers la deuxième vague en fait. D'accord. Et à ce moment-là, il y avait déjà des salons. C'est comme ça que j'ai rencontré les marques éco-responsables aux États-Unis. Je les ai accompagnées à Paris pour qu'elles présentent leur collection. Donc, on voyait qu'il y avait une émergence vraiment de marques stylées. Parce que souvent, il y avait une image un peu négative de la mode éco-responsable. C'est un peu baba cool ou c'est pas forcément glamour. Enfin, voilà. Donc, mais en fait, il y avait déjà des créateurs qui faisaient des très belles choses, mais pas forcément connus et représentés dans les médias. D'accord. Donc, à cette époque-là, mais je me suis dit, je vais quand même voir comment peut-être moi, je peux mettre ma pierre à l'édifice. Et du coup, j'ai eu une première expérience dans une marque de mode. Et après, j'ai rejoint très rapidement la Fédération française du prêt-à-porter féminin. Donc, c'est un organisme qui accompagne les entreprises françaises dans leur développement. Que ce soit à l'international. Donc moi, je travaillais sur les projets à l'international avec ma responsable. On amenait les entreprises justement en Chine, au Japon, en Russie pour développer des nouveaux marchés. Oui, il y avait aussi un service pour les jeunes créateurs, les nouveaux entrepreneurs. Et donc ça me plaisait bien parce que je trouvais ça intéressant d'être au milieu de tous ces acteurs de l'industrie et de voir les différentes étapes. Et j'ai essayé à mon échelle de proposer des idées, notamment pour faire des initiatives pour les créateurs et les marques éco-responsables. Mais en étant salarié, c'est pas toujours évident d'avancer vite. Donc je me suis dit, quelle option j'ai ? C'était de lancer mon propre projet. Donc en fait, c'est ce que j'ai décidé de faire. J'ai commencé à travailler sur ma vision. J'avais envie de créer un concept store, un immense concept store. C'était ma grande vision où on pouvait réunir que des marques éco-responsables. Après, il y a la grande vision et puis il y a commencer. Donc voilà, après il y a un grand fossé aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est bien d'avoir une grande vision parce que ça motive au quotidien. Exactement. Mais donc, tu parles aussi en Afrique. Est-ce que ça, c'est avant ou après ?
l'Afrique. Ça a été après l'Afrique. Ouais, il y a eu plusieurs étapes. D'abord, il y a eu ce premier projet entrepreneurial que j'ai monté en 2012-2013. Donc, j'ai rencontré une personne avec qui on s'est associé et on a créé une plateforme. En fait, ça s'appelait NNC Stories, les histoires nature et chic. Parce que l'idée, c'était de raconter les histoires des marques, justement, parce que comme il y avait toujours une histoire derrière ces créateurs, ces marques éco-responsables, c'était pas juste un produit, mais il y avait une démarche, il y avait une volonté de produire différemment. Il y avait plein de choses à raconter. Et c'était ça aussi l'idée, c'était de se dire, on propose pas juste un produit, mais un concept et une histoire. Ouais. Et donc, on avait organisé des concept stores. À l'époque, c'était le début des pop-up stores. Maintenant, il y en a plein partout à Paris, mais à l'époque, c'était vraiment les débuts. Et tout de suite, j'avais envie de faire un mini concept store. Donc, on a loué une galerie d'art, on a fait un partenariat avec des étudiants des Beaux-Arts qui nous ont créé un mobilier sur mesure, on a fait une expo photo, on a présenté des créateurs de manière comme un peu un showroom avec des iPads pour que les gens puissent voir éventuellement commander en ligne. Enfin, on était un peu dans un concept store futuriste parce que je voyais tout ce qui allait évoluer dans le futur. J'ai essayé de le faire, enfin, de l'amener justement dans ce premier petit projet en fait. Et à l'époque, on a même eu une réflexion du style vous êtes le mini Colette éco-responsable. Enfin, c'était hyper flatteur. J'y ai pensé. Donc c'était super encourageant vraiment ce retour. On avait aussi un magazine en ligne et un e-shop. Malheureusement, ça s'est pas forcément bien passé avec mon associé, donc on a préféré se séparer. D'accord. Et du coup, après, j'ai eu une phase de remise en question, en fait. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire concrètement? Parce que du coup, quand on a son bébé et qu'on perd tout du jour au lendemain parce qu'on se sépare, du coup, l'investissement, on l'a perdu et du coup, on peut plus forcément repartir pour réinvestir. Donc, il fallait trouver d'autres idées. Et là, j'ai été contactée. C'était quoi ton questionnement de l'époque, justement? Parce que t'es jeune, t'as quand même fait quelque chose. Ouais, j'avais 25 ans. J'avais 25 ans. Et t'as quand même fait un truc énorme. Là, comme tu dis, tu perds pratiquement tout. T'es dans quel état d'esprit à ce moment-là? J'étais très mal parce qu'en plus ça s'est pas bien fini avec la personne avec qui j'étais associée pour diverses raisons et du coup c'était très très difficile. J'ai vécu un peu la trahison aussi. Ouais. C'était très très violent, vraiment très très violent parce que j'avais travaillé pendant 2 ans sur ce projet. C'était une vision que je portais avec mes tripes. J'avais vraiment envie de changer les choses, d'apporter une nouvelle manière de voir. Donc j'étais vraiment pas bien. Et on va dire ce qui m'a aidée, c'est que j'ai rapidement été embarquée dans un autre projet. Alors, c'était pas mon projet. C'était un créateur, en fait, d'un projet de série télé alliant musique, cinéma. Enfin, c'était un projet assez intéressant et original. Et il m'a proposé de mettre des marques éco-responsables dans son pilote. Et du coup, je me suis dit, c'est cool, ça peut être intéressant. Et en fait, comme j'adore l'aventure, en fait, juste en plaçant 2-3 marques, je me suis retrouvée à devenir son assistante personnelle, son bras droit, sa relation partenaire, etc. Je suis partie vraiment à fond dans ce projet-là, qui avait un très fort potentiel aussi. Il était prêt, il était avec des connexions à Hollywood et tout, mais il fallait de nouveau des investissements. Ouais. Et malheureusement, il n'a pas abouti non plus pour diverses raisons. Donc, ça a fait 2 coups un peu durs pour moi. Il a fallu même, j'étais limite au burn-out en fait, parce que je me dis, alors là, ça va plus. Je suis plus alignée avec ce que je fais. Je sais pas ce que je voulais faire en fait. Et du coup, il y a une phase où pendant 15 jours, j'ai juste arrêté en fait. J'ai dit stop. Et là, financièrement, c'était compliqué. Donc, il a fallu que je trouve une solution. Et je voulais plus être salariée. En fait, pour moi, c'était mort. Moi, je ne suis pas faite pour le salariat. Donc, je me suis dit, comment je vais faire? Parce qu'il faut quand même payer son loyer. Ouais. Et du coup, là, j'ai trouvé l'intérim. Et ça m'a sauvée, vraiment. L'intérim, ça a été une solution qui m'a permis de sortir la tête de l'eau, de continuer à essayer de développer des choses. Et du coup, après, suite à ça, très rapidement, un autre entrepreneur m'a contacté qui avait vu ce que je faisais comme projet, etc., qui m'avait aussi donné des conseils pour mon activité et qui m'a dit, écoute, moi, je suis partie au Congo parce qu'il était congolais, mais il avait grandi en Belgique. Ouais. Et du coup, il m'a dit, écoute, j'étais au Congo, j'ai découvert qu'il n'y avait plus de salle de cinéma là-bas depuis plus de 30 ans. Donc, il n'y a rien, il n'y a pas de cinéma. Et il me dit, voilà, moi, je me suis mis dans la tête que je vais ouvrir la première salle de cinéma moderne à Kinshasa. Ah oui, et d'accord. Du coup, est-ce que ça te dirait de participer à l'aventure? Je dis oui, pourquoi pas. Donc voilà, parce que mes projets c'était un peu en stand-by, j'étais un peu, je savais plus trop ce que je voulais faire. Et je me suis dit ça reste un projet entrepreneurial, ça reste dans l'art, tout ce qui est cinéma. En plus, je travaillais avec des stylistes locaux pour créer des vêtements sur mesure pour les employés du cinéma. Donc j'ai utilisé mes études à l'ISTA finalement. De chef de produit pour briefer des stylistes. Du coup, c'était hyper intéressant. Je suis partie là-bas pendant presque 3 mois pour trouver des sponsors, trouver la première salle où on a ouvert le cinéma parce qu'on a rénové une salle, en fait, une ancienne salle de cinéma sur place. On a trouvé des partenaires comme Orange. Enfin, voilà, il y a eu plein de choses. Enfin, c'était passionnant.
Et en fait, après, je suis revenue en France. Et puis, en fait, de nouveau, on avait trouvé un investisseur sur place. Et puis, ça a pas tout de suite abouti. Du coup, ça a pris un peu de temps. Maintenant, aujourd'hui, les salles, elles tournent. Donc, ça, c'est cool. Il y a il y a 3 salles qui tournent. Et du coup, c'est génial de voir que l'industrie du cinéma est en train de renaître sur place, quoi. Donc, je suis contente d'avoir pu y participer. Et suite à ça, je te coupe 2 secondes, mais tu vois, j'aime bien cette partie-là de ton histoire parce que c'est vrai qu'on est dans l'ère où tout le monde veut être entrepreneur et tout le monde a un peu cette idée enjolivée de l'entrepreneuriat où je suis mon propre patron, ce qui est vrai, et on a l'impression que c'est très facile. Alors que toi, tu dis, moi, je me suis cassé la gueule 1, 2, 3 fois et c'était compliqué, mais derrière, tu arrives quand même à rebondir à chaque fois. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, tu dis, j'entreprends. Et on sent vraiment que tu as l'âme d'être entrepreneur, quoi, que tu n'es pas juste là pour suivre une mode. Et je pense que c'est important pour les gens qui voudraient se lancer de se dire, il y a des gens qui sont faits pour ça. Et malheureusement, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Donc, ça peut être une mode, mais derrière, si t'es pas fait pour ça, ce sera très compliqué le jour où, ça n'ira pas et qu'il faudra rebondir parce que quand t'es vraiment entrepreneur, tu lâches rien et tu tombes, mais tu te relèves et tu dis, je vais entreprendre autre chose ou je vais continuer dans ce que j'aime, mais j'entreprends. Donc ça, c'est super intéressant. Oui, c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec toi. Aujourd'hui, c'est une mode, en fait. Tout le monde veut être entrepreneur, mais en vérité, il y a plusieurs types d'entrepreneurs. D'ailleurs, j'ai trouvé un article qui était intéressant. Il y a l'auto-employeur. Oui. Et après, il y a aussi l'entrepreneur et l'investisseur. C'est 3 types. Et je trouvais ça intéressant, la distinction, parce que auto-employeur, ça peut être un freelance, en fait. C'est une forme d'entrepreneuriat, mais c'est pas l'entrepreneur au sens où on l'entend. Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va créer une activité économique, qui veut employer derrière des gens, donner du travail à d'autres et développer une vision qui peut sans limite, en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et qui n'a pas peur d'investir, qui n'a pas peur de se casser la figure, qui est déterminé, qui est passionné, qui va pas s'arrêter à la première échec, il va dire non, je retourne dans le salariat. Non, en fait, c'est vraiment comme tu dis, c'est un mindset. Moi, je dis aujourd'hui que l'entrepreneuriat est dans mon ADN, tu vois. C'est quelque chose qui est en moi. Ça s'entend. Voilà, je peux pas faire autremment. Rien que de penser de retourner au salariat, à un moment donné, j'avais une crise d'angoisse. Je dis mais moi, je peux pas. Je suis un oiseau qui a besoin de voler. Et le salariat, c'était comme si j'étais en cage, en fait. Je pouvais pas être pleinement moi-même. Donc c'est pour ça que s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent ou des gens parce que moi j'étais vraiment pas la première à dire j'étais entrepreneur. À l'époque, on nous avait demandé à l'école qui veut monter sa boîte. J'étais la seule qui a pas levé la main. Et au final, de toute la classe, je pense que je crois que je dois être une des rares, peut-être, qui a vraiment monté sa boîte derrière, en fait. Mais pourquoi t'avais pas levé ta main? Mais parce qu'à l'époque, j'étais dans le mindset salarié, en fait. Oui, j'allais être chargée de communication dans une grande marque de mode. En fait, ça, c'était avant les États-Unis. Et c'est aux États-Unis que j'ai travaillé avec une personne qui était à son compte, qui faisait plein de choses. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'aime. En fait, j'aime cette énergie qu'elle a de faire ce qu'elle veut, quand elle veut. Et en fait, je pensais même un jour, j'allais devoir choisir. En fait, j'avais tellement envie de faire de choses. Je me suis dit, ouais, mais il va falloir choisir un truc dans cette vie. T'as pas le choix. Et en fait, c'est aux États-Unis que mon mindset d'entrepreneur s'est réveillé, bien que déjà à 19 ans, j'étais entrepreneur parce que je montais des projets artistiques avec un groupe de jeunes. C'est moi qui l'idée, qui gérait toutes les étapes, qui mettait en scène. Enfin, donc en fait, je l'avais déjà en moi, mais je l'avais pas projeté dans un potentiel travail, en fait. Ça, c'est génial. C'est génial. Et c'est là, en fait. Ouais. Ben, je pense que les entrepreneurs sont majoritairement comme toi. C'est-à-dire, alors, il y a certaines personnes qui vont se révéler avec le travail, avec l'expérience, mais souvent, en tout cas dans ceux qui arrivent à percer grâce à leur travail, on sent que c'était là depuis bien longtemps. Et ils ne savaient pas comment l'exploiter, mais on sent que le truc, il était là, quoi. C'est ça. En fait, c'est au fur et à mesure du temps que ça se révèle. En fait, ça tombe pas du ciel. En fait, après, s'il y en a qui veulent le faire et qui veulent tenter l'aventure, mais ceux qui persévèrent, c'est parce que c'est vraiment dans leur ADN. En fait, ils peuvent pas faire autrement. Pour moi, c'est presque intrinsèque, en fait. Ouais. Et ensuite, tu reviens donc en France après l'Afrique, et là, il se passe quoi? Du coup, le projet met pas mal de temps à se lancer. Donc moi, pareil, il a fallu que je trouve une solution. J'étais de nouveau en difficulté financière parce que je comptais sur ce projet. Et en fait, ça a pris beaucoup plus de temps que c'était prévu. Parce qu'en fait, l'Afrique, c'est une autre réalité. C'est pas la même manière de gérer les projets, les relations, le business, etc. C'est tout à fait autre chose. Ouais. Donc, il a fallu se dire, en France, ça peut peut-être aller plus vite, mais là-bas, c'est autre chose. Donc, il a fallu accepter que c'est une autre réalité et qu'il faut s'adapter. Donc, mon associé, lui, depuis, il est allé s'installer là-bas. Mais moi, ma vraie volonté, c'était pas forcément d'être à temps plein sur ce projet, puisque j'avais toujours ma vision, en fait, qui me tenait à cœur et que je voulais développer. Donc, j'ai à nouveau pris un certain temps
de pause où je me suis remis en intérim pour réfléchir à la suite, en fait. Je me suis dit, pareil, il fallait de nouveau que j'ai besoin d'argent pour payer mon loyer, etc. Et j'ai été quand même pas mal éprouvée sur quelques années avec les différentes choses que j'ai vécues. Et je me suis dit, bon, il est temps pour moi maintenant de faire un peu... prendre du recul sur tout ça et me restructurer, me resolidifier, m'affermir, en fait, pour repartir sur autre chose. Et puis, finalement... c'est fin 2017 que j'ai lancé Poesia, en fait. Alors en micro-entreprise cette fois, sans m'associer, parce que l'association m'a pas forcément été une chose qui m'a portée. Enfin, je me suis sentie plus limitée qu'autre chose. Et là, je me suis dit bon, j'ai une vision. Et si je m'associe, en fait, je vais toujours avoir quelqu'un qui va venir faire pas forcément volontairement, mais ça peut être un peu des bâtons dans les roues. Ouais. Et je me suis dit j'ai envie d'être libre, de faire ce qui me plaît, comme je le sens, sans devoir rendre des comptes, en fait. Et c'est pour ça que cette fois-ci, je me suis mis en mode lean startup. J'ai plus fait de business plan, j'ai plus levé de fonds, j'ai plus cherché quoi que ce soit. Je me suis dit, je pars de ce que je suis, de ce qui me passionne, qu'est-ce que je sais faire, qui me coûte rien. Et du coup, j'ai fait mon site, j'ai fait mon logo moi-même, j'ai tout fait moi-même. Ça m'a coûté 0 €. Et dès que j'avais une idée, je l'ai testée, je l'ai expérimentée pour développer toujours plus ma vision. En fait, j'ai totalement switché en fait dans ma manière d'appréhender l'entrepreneuriat. Et justement, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que... Alors toi, tu dis qu'à un moment, tu es focus sur... voilà, je travaille avec des gens, parce que c'est vrai qu'on entend souvent ça. À plusieurs, on va plus loin, c'est toujours bien de s'entourer, tout ça. Et toi, tu dis, non, parce que moi, ça me bloquait. Et est-ce que c'est pas un peu contradictoire tout ça, ou est-ce que non, finalement, le ressenti, c'est quelque chose qui sera toujours plus qualitatif que ce qu'on entend à droite, à gauche ? Alors, en fait, je suis pas du tout contre le cerveau collectif. Au contraire, je suis totalement pour. Mais en fait, le problème de l'association, c'est que si on est une visionnaire et qu'on n'est pas avec un autre, si on n'est pas avec une personne qui est gestionnaire, en fait, à un moment donné, ça marche pas. Parce qu'en fait, dans un projet, il y a une personne qui porte vraiment une vision, en fait, et qui va avoir les updates, qui va avoir les mises à jour et qui va amener toujours plus loin, en fait, le projet. Ouais. Et après, un gestionnaire va être là plutôt au quotidien pour gérer les détails du projet, etc. Et l'un sans l'autre, en fait, c'est compliqué pour un business. Mais le problème, c'est que, par exemple, dans la première boîte, on était 2 et en fait, on n'était pas complémentaires aussi. Du coup, on se marchait sur les plates-bandes, on savait pas très bien qui faisait quoi. Enfin, du coup, c'est ça qui a fait que le business aussi a pas fonctionné. Tandis que si on est avec personne complémentaire, je pense que c'est encore différent. Donc, ouais, j'ai lu ça il y a pas longtemps. Vas-y, termine, excuse-moi. Oui, je suis totalement pour l'équipe. Au contraire, pour moi, c'est mon objectif. Et d'ailleurs, depuis quelques temps, je commence à constituer mon équipe. Mais en fait, j'ai pris ma place en fait de visionnaire et de leaduse. Et les personnes autour de moi, elles le disent en fait. Même moi, je dis, elles me disent, mais toi, t'es la boss. Mais non, moi, je suis pas là. Enfin, j'ai pas envie d'être la boss. Moi, je dis, je suis la leaduse coach. Je préfère le terme leaduse coach parce que j'ouvre la voie. Je leur dis, voilà, on va vers là. Je suis un peu la guide entre guillemets. Et en même temps, je les coach dans le sens où j'ai envie de révéler leur potentiel. En fait, c'est ça pour moi. Une personne qui a une équipe, en fait, c'est dévoiler, connaître le potentiel, le faire émerger pour que chacun donne le meilleur de lui-même pour que la vision grandisse, en fait. Pour moi, je porte la vision, mais les gens ne travaillent pas pour moi, ils travaillent pour faire avancer la vision, en fait, avec moi. Voilà, c'est vraiment ça, l'idée. Et c'est là que je voulais en venir, en fait, parce que j'ai lu justement exactement ce que tu dis il y a peut-être une semaine. En fait, quand on travaille avec des gens, si tout le monde fait la même chose, à un moment, ça foire. Ça foire parce que, tu le dis très bien, on se marche sur les plates-bandes et finalement, on ne sait plus qui fait quoi parce qu'il n'y a pas de rôle vraiment prédéfini. En fait, il faut vraiment être complémentaire et trouver des personnes avec qui on va travailler, mais qui vont être bons dans leur domaine et qui vont apporter une valeur ajoutée à ce que nous, on sait déjà faire. Et je pense que ça, c'est important pour les gens qui nous écoutent, c'est de ne pas se dire, tiens, elle est comme moi, on a la même vision des choses, donc on va forcément bien s'entendre au niveau business, parce que pas forcément. Si vous travaillez de la même manière, si vous voulez exactement la même chose, et surtout vous avez le même tempérament, que vous bossez sur les mêmes choses, tôt ou tard, faudra savoir qui, comme tu dis, qui a le dernier mot sur certains projets, parce que des fois ça arrive. Il faut que quelqu'un arrive à statuer sur là on arrive, on arrive à un blocage. Qui a le dernier mot? Sauf si on n'a pas délimité vraiment les tâches de chacun, ça devient très très compliqué. Alors que si on est complémentaire et comme tu le dis, il y a quelqu'un qui va chapeauter le projet, on sait que le dernier mot c'est cette personne. On travaille ensemble. Il n'y a pas de personne qui travaille moins ou en dessous de l'autre, mais il y aura une personne qui aura le dernier mot. Mais ça permet aussi de donner une vraie cohésion de groupe et une vraie dynamique, je pense.
Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et pour moi, avec mon expérience du coup quand même de 8 ans, j'ai pu voir les différentes choses. Et pour moi, et même quand j'ai travaillé sur les projets d'autres personnes, pour moi, il y avait un visionnaire en fait, il y avait un leader. Quand c'était sur le projet de série télé, c'était le créateur. Quand j'étais sur les salles de cinéma, il y avait mon associé, c'était lui qui portait la vision. Et moi, je le soutenais et c'était clair. Sauf que moi, à l'époque, et c'est un peu une problématique, je pense, un peu liée féminine, c'est un peu ce problème de trouver sa place, sa valeur. Moi, j'avais un gros souci sur ça et je pense qu'on est pas mal de femmes, parce que j'accompagne des femmes en ce moment où je vois le mindset, en fait, les croyances limitantes, le syndrome de l'imposteur, la valeur, l'argent, la difficulté à se faire payer. Moi, j'ai eu énormément de mal à me faire payer, quoi. Enfin, chaque fois, je me faisais avoir, quoi. Enfin, limite, aujourd'hui, je me dis, mais c'est pas possible, mais parce que j'avais ce blocage. Ouais, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on attribue beaucoup aux femmes, et c'est dingue quand même. Ah, mais c'est assez dingue parce que là, dernièrement, pour te donner un exemple, j'ai décidé de me faire accompagner justement parce que j'avais vraiment envie de passer à une nouvelle étape. Et on était 5 ou 6, je crois, en coaching de groupe et chacun devait présenter son offre. Et en fait, on est sur des offres premium et chacun devait présenter son prix. Et on était 5 femmes et il y avait un homme. Et on était toutes, on disait, bon, voilà, nous, on va faire un programme avec 5 étapes et entre 1800 et 2400 euros. Le mec, il dit, moi, j'ai 3 étapes et ce sera 5800 euros. Donc, en fait, c'était extraordinaire de voir ça. Je me dis, mais c'est dingue. Et on n'était que des femmes à se plafonner, quoi. Ouais. Le mec, il n'avait pas de problème à donner son prix. Ouais, moi, je sais ce que je vais amener aux gens. Et puis, en fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Mais je me suis dit, et surtout, ce qui est très intéressant de savoir, c'est qu'il y a 71% d'entrepreneurs qui sont des hommes. Donc, ça veut dire qu'il n'y a que 29% de femmes qui montent leur boîte, quoi. Donc, ça montre bien qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire sur ça, quoi. Et donc, vraiment que les femmes osent, en fait, s'affirmer, en fait. Pour moi, ça a été hyper important de prendre ma place en tant que visionnaire et de dire, oui, c'est moi qui porte la vision. J'ai une équipe qui travaille avec moi et on avance ensemble. Et en fait, ça a changé beaucoup de choses ensuite dans le développement de mes activités par rapport à mes précédentes expériences, en fait. Ça t'a pris combien de temps pour vraiment pour te sentir légitime dans ce rôle ? On va dire que ça a été quand j'ai commencé à créer Poesia toute seule, où je me suis dit c'est la meilleure chose que j'ai faite, c'est de lancer cette vision seule, en fait, parce que du coup j'ai pu vraiment m'exprimer sans limite. En fait, j'ai pu me dire voilà, c'est moi. C'est pas de l'ego, en fait, c'est plus il fallait que ça sorte, en fait, parce que si on n'arrive pas à prendre sa place, en fait, on porte chacun quelque chose, en fait, et on est là pour apporter quelque chose dans le monde, et ça, c'est ce que j'ai à apporter. Et si je prends pas cette place, même de représentante que j'utilise, pour moi, je suis comme un canal, en fait, pour transmettre des messages. C'est pas genre je veux voir mon visage, je me cachais, je voulais même pas être sur les réseaux sociaux. J'essayais de mettre des gens devant, me disant vas-y, fais ci, fais ça, alors que c'était à moi de le faire. C'était parce que j'étais la meilleure messagère, j'étais la meilleure personne qui pouvait le faire. Et je pense qu'il y avait ces peurs, oui, mais qu'est-ce que les gens vont penser, ou oui, mais les gens vont penser que je vais me mettre en avant, ou des choses comme ça. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. C'était juste que c'est ton rôle. Donc, prends-le ton rôle et assume-le, en fait. Donc, faut pas avoir peur d'être qui on est et quand c'est passionné et que c'est sain et humble, il n'y a pas de raison de pas le faire, quoi. Donc là, tu crées Poesia. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est concrètement, Poesia ? Alors, Poesia, ça a été un cheminement. Du coup, j'ai commencé fin 2017, donc ça fait bientôt 3 ans, là, cette année. Du coup, j'ai commencé par une agence de consulting où je me suis dit, qu'est-ce que j'aime faire ? Je me suis dit, je suis plutôt pas mauvaise dans la communication, les relations publiques. J'aime beaucoup le contact avec les gens. J'aime beaucoup accompagner les marques, les aider à se développer grâce à l'événementiel. En fait, voilà, je me suis dit, comment je peux mettre mes talents, mes dons au service de la création éco-responsable dans la mode, le design, le lifestyle et l'art. Parce que j'ai aussi une fibre artistique que je développe petit à petit en parallèle. Ouais. Et j'aime beaucoup aussi accompagner des artistes parce que je trouve que les deux, l'entrepreneuriat et l'art, ce sont des armes puissantes pour transformer le monde pour moi. Parce qu'on a la possibilité d'apporter des solutions, de faire réfléchir les gens sur des problématiques, de chercher des solutions, etc. Donc pour moi, ce sont deux choses vraiment importantes et je les ai combinées en fait à travers Poesia. Et du coup, j'ai commencé par ça. J'ai fait des événements d'abord. Donc, j'avais organisé un slow fashion show dans une galerie d'art pendant une exposition d'un peintre et d'un artiste. Donc, j'ai réfléchi à comment faire une nouvelle forme de présentation de mode qui soit pas juste un défilé bateau comme on voit partout, mais qui puisse incarner en fait cette nouvelle mode en fait. Et donc, on a plutôt fait un espèce d'événement autour des sens et comment éveiller les sens. Donc, on a joué sur les sens.
Donc, il y avait cette exposition donc, sur la vue, ces créateurs qui défilaient grâce à des ambassadeurs. On voulait créer une connexion avec le public. Au lieu qu'ils soient assis, on l'a mis debout. Et les mannequins étaient des ambassadeurs qui devaient interagir avec le public. On racontait les vêtements, ce qu'ils portaient. Mon objectif, c'était même qu'ils racontent, les mannequins prennent la parole. En fait, je voulais même les faire parler. Mais ils n'étaient pas encore assez à l'aise. Donc, il y en a un qui l'a fait. Donc, c'était cool. C'était un comédien, donc il était plus à l'aise. Ouais. Et dans l'idée, c'était vraiment après carrément de donner la parole à ces personnes pour qu'elles disent, voilà, je porte tel vêtement, il est fait comme ça. Et voilà. Et il y avait aussi tout un côté, on avait créé un petit bar avec un champagne, avec des petits gâteaux faits maison. On avait une expérience avec une marque de cosmétiques personnalisée qui vous scanne la peau, qui fait un diagnostic de peau. On avait diffusé une fragrance éco-responsable dans la galerie. On avait aussi une animation artistique. Enfin voilà, j'avais vraiment envie de faire quelque chose à 100% éco-responsable et en même temps artistique et qui donne envie. Je me suis dit, voilà, il faut donner envie aux gens de s'intéresser à ce nouveau mode de vie, que ça donne envie, que c'est beau, que c'est cool, que c'est une autre façon de faire, mais qui est attractive, en fait. Voilà. Ouais. Donc ça, c'était un des premiers événements. Et un autre événement que j'ai organisé et que j'avais vraiment envie de faire depuis, ça faisait 4 ans que je voulais le faire, c'était un événement sur une place publique. Donc je voulais créer un concept store où les gens venaient, en fait, et pas dans une galerie, mais plutôt être là où les gens sont. Et donc, j'ai fait un partenariat avec un organisateur qui fait le marché de Noël à la Défense. Et donc, il m'a dit, OK, on va faire un partenariat. Vous avez 100 mètres carrés et vous allez trouver des marques pour remplir cet espace. Et du coup, j'ai créé un concept store. C'était sur le parvis de la Défense. C'était dans un espace de 7000 mètres carrés à peu près. Et nous, on avait 100 mètres carrés. On a créé un concept store éphémère avec une trentaine de créateurs qui tournaient en fait sur une vingtaine de jours. Et j'ai réussi, alors ça, j'étais trop heureuse de convaincre Tesla de faire partie des marques qui exposaient avec nous en fait. Donc ils étaient présents. Ouais, c'était extraordinaire. Ils ont dit, on aime beaucoup votre concept. On a envie d'être associés au concept store, l'escapade poétique. Et du coup, ils ont présenté une voiture. Donc c'était aussi l'idée de comment on fait une synergie entre des plus grosses marques et des plus petites marques pour montrer que c'est un lifestyle et que finalement, l'un et l'autre peuvent s'entraider à avancer ensemble pour transformer la société ensemble, quoi. Et donc, c'était une expérience très riche et du coup, d'être toujours au contact des gens, de leur présenter les créateurs, de discuter, de sensibiliser aussi, mais toujours dans un cadre poétique, voilà. D'accord. Là, tu es toute seule à faire ça. Tu te heurtes à quelle difficulté ? Alors, j'étais pas toute seule, puisque j'avais des stagiaires. J'ai eu 2 stagiaires cette année-là. Après, j'ai trouvé aussi des personnes, des partenaires. Donc, j'ai eu aussi des prestataires avec qui j'ai travaillé. Et du coup, je chapeautais en fait l'équipe. Et du coup, c'était là que je me suis rendu compte que j'ai envie d'avoir une équipe avec moi aussi pour avancer parce que c'est beaucoup plus stimulant, d'avoir des interactions, etc. Mais dans cette idée de partenaire, en fait, pas d'associé. Mmh. Mais c'était quoi ? Est-ce qu'il y a eu des moments compliqués, des choses où tu t'es dit, ouais, là, je suis dans le dur ? Ou est-ce que finalement, une fois lancé, Poesia, ça a été vraiment assez simple à mettre en place ? Ah non, ça a été très compliqué, encore une fois. Là, ça a été plus ma problématique de me faire payer. Alors, en fait, c'est toujours cette idée de valeur. Je me dis, bon, je lance un nouveau projet. Donc, le temps de se dire, est-ce que je suis légitime ? Comment je me fais payer ? Par exemple, bon, j'ai quand même réussi à gagner un peu d'argent cette année-là, mais c'était pas non plus extraordinaire. Et je me suis dit, bon, j'ai de nouveau dû me tourner sur des jobs parallèlement. Je suis partie travailler dans des salons, dans des foires, etc. Mais ça a été très instructif pour moi. C'est ça qui est intéressant. C'est comme l'alchimiste dans le livre, il dit à un moment donné, il avait une vision, il voulait aller à tel endroit, et puis à un moment donné, il s'arrête et il devient vendeur de lampes dans un magasin. Et il a l'impression que son chemin s'arrête. Mais en fait, non, il a appris énormément. Et moi, je me suis retrouvée dans les salons et les foires à piquer les gens pour vendre des cuisines, donc complètement rien à voir, mais ça m'a sorti de moi, ça m'a poussé à aller vers les gens, à être moins timorée, dans un cadre totalement différent. J'ai commencé à vendre des plaids aussi dans un salon du cheval. J'ai vendu des jupes qui sont ajustables à la taille. Enfin bref. Et là, j'ai commencé à encaisser vraiment de l'argent et à prendre confiance en moi par rapport à ça. Ça a été hyper instructif. Et du coup, j'ai commencé à prendre plus confiance en moi aussi. Parce qu'il y avait vraiment ce problème de se faire payer en fait correctement. Et cet exercice-là m'a vraiment aidée dans le cadre de mon activité. Et après, j'ai commencé à prendre plus confiance en moi pour faire des devis, pour affirmer mon prix,
pour commencer à croire en fait en cette légitimité que j'ai, que l'entrepreneuriat, à un moment donné, il faut aussi en vivre, quoi. C'est pas juste. Oui. Voilà. Donc moi, ça a été vraiment ma grosse problématique, c'était ça, quoi, de vivre de mon activité. Je travaillais plus que tous les salariés, mais je n'arrivais pas à vivre de ça, quoi. Et ça, c'était hyper difficile à vivre, aussi bien pour moi que pour mon entourage, parce qu'ils s'inquiétaient, en fait. Dire, mais t'as vu, tu travailles, tu prends même pas de vacances, tu travailles plus que je ne sais qui, et voilà. Mais bon, bref. Et du coup, j'ai réussi à surpasser ça. Chacun a ses blocages, en fait. Ce qui compte, c'est de les surmonter, quoi. Aujourd'hui, Poesia en est où? Alors aujourd'hui, pendant le confinement, j'ai un petit peu fait un point justement sur qu'est-ce que j'ai envie de faire, et je me rendais compte du potentiel du digital. Et je me suis dit, ouais, mais j'y comprends rien, je sais pas très bien comment m'y prendre et tout. Et en fait, j'ai décidé de rejoindre un accompagnement où justement, on m'aidait à structurer une offre plus précise. Puisqu'en fait, j'ai accompagné, en fait, depuis 1 an, j'avais commencé à accompagner des entrepreneurs sur leur business plan. Sauf que le truc, c'est que c'est les gens, en fait, qui me disaient, fais-moi mon business plan. Et en fait, c'était pas juste parce que c'est leur projet. Donc, c'est pas à moi de faire un business plan pour le projet de quelqu'un d'autre, en fait. Et du coup, je me suis pas positionnée de la bonne manière. Et du coup, je me suis dit, non, mais ça suffit. Je veux plus faire ça comme ça. Je veux plutôt donner les clés, les outils pour que les gens soient autonomes et fassent eux-mêmes, de lancer leur business eux-mêmes. Et donc, du coup, j'ai décidé de me faire accompagner pour justement travailler sur ce programme d'accompagnement que je viens de commencer en juin. Donc, ça fait bientôt 2 mois là que je suis avec 2 clientes. Je co-crée ce programme d'accompagnement justement pour des néo-entrepreneurs qui ont la sensation qu'ils ont vraiment envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, qui savent pas très bien par où commencer, qui ont plein d'idées et qui ont besoin de structuration, de travailler sur leur mindset et de trouver leur premier client et de se faire payer au bon prix, au juste prix, au prix aligné avec ce qu'ils font. D'ailleurs, quand on va sur ton profil Instagram, on peut lire dans ta bio « Accompagnement et développement de vision créative et engagée à 360 degrés ». Oui, c'est ça. Est-ce que tu travailles uniquement avec des personnes qui ont une vision éco-responsable? Dans l'idée, oui. Quand je dis éco-responsable, moi, ce que je souhaite, c'est que les gens ils aient envie d'amener une transformation dans le monde. Alors, ça peut passer par la mode, ça peut passer par le design. Là, j'ai une personne, par exemple, elle veut proposer un programme autour de plus de l'éducation bienveillante. Donc, pour moi, ça rentre totalement, en fait. Pour moi, c'est un lifestyle et ça passe par prendre soin de soi. Ça passe par là, en fait. Si on prend soin de soi, on va plus prendre soin des autres et on va faire plus attention à la planète. Donc, pour moi, c'est vraiment... ça passe par les différents plans, en fait. Donc, j'ai pas vraiment de limitation. Après, c'est vrai que je suis plus spécialisée dans la mode, le design et le lifestyle. J'aime aussi beaucoup l'art. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a des entrepreneurs sur différentes thématiques que je peux aussi accompagner. Donc, je l'ouvre, en fait, dans le sens où c'est la création des personnes créatives. Et la création, c'est pas juste faire un vêtement ou faire un objet design. La créativité, moi, je suis créative dans le sens où Poesia, c'est plein de nouvelles idées. J'essaie de trouver des idées de service. J'essaie de développer des concepts d'événements innovants. Donc, en fait, c'est ça la créativité. Hein. Donc, c'est pas juste faire un vêtement ou un objet, en fait. C'est plus large, quoi. Aujourd'hui, on parle beaucoup parce que justement l'éco-responsabilité est elle a un peu le vent en poupe. On parle aussi malheureusement de beaucoup de greenwashing. Toi, t'en penses quoi? Est-ce que t'as rencontré beaucoup d'entreprises qui faisaient ça ou qui, des fois même inconsciemment, se lançaient dans ce truc-là en se disant non, mais c'est pas grave, c'est juste un terme employé, il n'y a pas de conséquences, ou non, finalement, pas tant que ça? Après, moi, j'ai travaillé souvent avec des jeunes créateurs. Alors, ils font de leur mieux, quoi. Alors, forcément, quand c'est fait en petite série, c'est forcément plus éco-responsable qu'une personne qui va lancer une grosse production et derrière, les produits sont détruits, quoi. Donc, c'est sûr que j'ai été confrontée plus à des jeunes marques. Après, j'ai rencontré à l'époque le directeur RSE d'une grosse chaîne. Et ce qui était intéressant, c'était de voir que, en fait, ils mettaient en place vraiment des protocoles, ils essaient vraiment de transformer l'industrie, mais pour une question de survie, en fait. Aujourd'hui, les entreprises le font parce qu'elles savent que dans quelques années, si elles ne changent pas, elles risquent vraiment de disparaître. Donc, il y a ce côté, entre guillemets, greenwashing, parce qu'en fait, les entreprises se rendent compte qu'elles n'ont plus le choix et que les gens veulent du changement. Après, aujourd'hui, je pense que ce qui compte, c'est que tout le monde s'y mette, en fait. Donc, c'est le plus important parce qu'on a besoin des grosses sociétés qu'elles s'y mettent pour que les plus petites aussi avancent aussi et qu'on essaie de créer des synergies avec tout le monde, parce que ça sert à rien de taper sur les doigts aux grosses sociétés parce qu'aujourd'hui elles sont là et elles ont
on va dire, le monopole pour l'instant. Bah oui. Donc, c'est plutôt essayer d'avancer de manière intelligente. C'est pour ça que j'ai travaillé, par exemple, avec une marque comme Tesla. Après, il y a la polémique sur les moteurs, enfin, les batteries des voitures électriques sont pas forcément éco-responsables. Enfin, voilà, il y a toutes ces thématiques-là. Après, l'idée, c'est de se dire, OK, ben, ils sont là, ils ont envie d'avancer pour changer le monde, donc nous aussi. Donc, comment on s'associe pour essayer de faire le changement? Et puis, on a besoin de tous les acteurs pour, justement, une diversité, en fait, de choses. Donc, aujourd'hui, que mettre du coton bio, c'est pas non plus une solution. Il faut équilibrer, il faut trouver différents types de matières, il faut réfléchir à des nouvelles matières innovantes, comment on crée des nouveaux concepts de matériaux biodégradables. Enfin, il y a plein de choses qui vont se mettre en place. C'est pas choisir une solution qui va vraiment équilibrer les choses, puisqu'on a besoin d'équilibre. Et donc, ça se trouve grâce à de différentes manières. J'aime beaucoup ta façon de voir les choses, parce que c'est vrai que quand on parle d'écologie, d'éco-responsabilité, souvent, on a l'impression que voilà, les grosses entreprises, ce sont les méchants, il faut pas aller par là, il faut juste faire attention aux petites entreprises. Alors oui, effectivement, il faut mettre en avant des petites entreprises, mais j'aime bien ton discours modéré qui dit que non, de toute façon, les entreprises qui sont déjà là. Donc, plutôt que de se dire on fait 100 alors que ce serait finalement juste de la poudre, de se mettre de la poudre aux yeux, parce qu'elles seront toujours là, qu'on le veuille ou non, plutôt les accompagner dans un changement. Dans leur transition, c'est ça. Exactement. Et qu'elles, de leur côté, le fassent vraiment, et qu'on n'assiste pas à ce mouvement de greenwashing qui finalement dessert la cause, mais qu'elles fassent vraiment cette transition vers un monde plus responsable, une méthode de production, de consommation plus responsable. Mais comme tu le dis très bien, c'est toutes les industries qui doivent jouer le jeu. Et il y aura de toute façon toujours de grosses entreprises, qu'on le veuille ou non, mais il faut faire avec. Donc si on doit faire avec, autant que ce soit fait de manière intelligente. C'est ça. Et tu vois, par exemple, à un moment donné, moi, j'ai travaillé beaucoup avec des marques éco-responsables, des jeunes créateurs, et souvent, il y a une problématique de l'argent. Donc, j'étais toujours en train de galérer, à me faire payer, etc. Et je me suis dit, bon, j'ai essayé de trouver une nouvelle façon de faire. Donc, je me suis dit, tiens, et si j'allais voir les grandes entreprises et je leur proposais j'ai fait un pop-up store, un pop-up Christmas dans une entreprise où j'ai réuni des créateurs éco-responsables au sein d'une grosse société. Je me suis dit, ben voilà, eux, ça leur coûte rien. Moi, l'objectif, c'était justement, bon, j'ai pas encore pu le faire, mais de me faire rémunérer par la société parce que j'apporte un nouveau concept d'événement dans l'entreprise. L'entreprise met en avant des marques éco-responsables. Les créateurs rencontrent de nouveaux clients. Ben voilà, donc je me suis dit, ça, c'est une manière de faire qui est intelligente. L'entreprise, elle me paye mon service. Elle amène une animation dans l'entreprise qui a du sens. Et les créateurs peuvent aussi profiter d'un espace pour se faire connaître et vendre leurs produits sans que ça leur coûte rien, en fait, juste du temps. Donc en fait, c'est aussi essayer d'être intelligent, trouver des nouvelles manières de faire, innover dans la façon, dans l'approche, en fait, entrepreneuriale. Parce que si on reste juste entre nous éco-responsables, moi, je vois bien, hein, c'est très difficile. Beaucoup ont du mal à en vivre de leur projet. Donc, il y a des gens qui ont un gros capital. C'est comment nous, on leur apporte une vraie valeur ajoutée. C'est nous qui pouvons les aider, comme tu disais, à la transition. Et dernièrement, tu vois, j'ai lancé ce talk show. J'ai une personne qui m'a contactée en me disant, écoute, moi, je travaille avec des usines en Asie et j'aimerais les accompagner dans leur transition écologique. Est-ce que tu serais partante pour m'aider à faire ça? Voilà, ça c'est intelligent, ça c'est intéressant parce qu'au moins, ces gens se rendent compte qu'il faut qu'ils changent, mais ils savent pas par où commencer. Et donc, c'est des personnes comme moi, comme d'autres qui sont dans l'industrie, les experts que moi je peux réunir pour faire ça. Eh bien, nous, on va apporter ce travail qu'on fait depuis des années et enfin, on pourra être payé en fait aussi pour ça. Parce qu'il y a aussi cette idée de se dire, l'éco-responsabilité, l'argent, c'est pas bien. Enfin, tu vois, il y a un peu parfois ces notions inconscientes où on se dit, mais l'argent, c'est un peu le problème de toute notre société capitaliste. Oui. Mais en réalité, on en a quand même besoin pour vivre, pour payer nos loyers, etc. Donc, c'est trouver l'équilibre, en fait, et toujours se dire que ce que j'achète, c'est un peu ce qu'il faudrait se dire tous les jours, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin? Pour les vêtements, est-ce que je vais le mettre au moins une 30aine de fois? Enfin, tu vois, il y a toutes ces petites choses à se poser comme question avant d'acheter, peut-être simplement pour être acteur de son achat. Justement, voilà, la transition est toute trouvée. Voilà, parfait. Tu parles d'acteur et j'ai trouvé une notion qui revient très souvent sur tes réseaux. C'est, alors que je dise pas de bêtises, c'est consommateur, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. C'est le nom du talk show qu'on a lancé là. Mode créatrice d'envie, comment devenir consommateur. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que j'ai trouvé le principe hyper intelligent et c'est d'ailleurs l'idée du podcast qu'on est en train d'enregistrer, c'est que des fois on ne sait pas par où commencer. Alors là, tu l'as dit pour les entreprises, mais c'est vrai que nous,
consommateur, quand on a envie de changer notre façon de faire, quand on veut devenir plus responsable, il y a tellement d'informations sur les réseaux sociaux, on entend tellement de choses, on a peur de mal faire, on a peur d'être jugé, on ne sait pas du tout où aller, par où commencer. Est-ce que toi, cette démarche-là de consommateur, c'est justement ça, nous aider à y voir plus clair, ou est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Oui, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, c'est dans cette volonté-là qu'on a créé le guide de la mode éco-responsable, du coup avec Alice Loup, on l'a coécrit en partenariat avec des experts de l'industrie, justement. On s'est dit, aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations sur la mode éco-responsable, mais c'est très difficile d'y se retrouver. Même moi, encore aujourd'hui, sachant tout ça, c'est pas toujours facile. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider les gens au fur et à mesure? Donc, quand je faisais mes événements, c'était toujours aussi dans cette idée de présenter des créateurs engagés, de dire voilà ce qu'ils font, qu'ils racontent leur histoire, qu'ils expliquent comment ils produisent. Donc, c'était toujours dans cette démarche. Et on s'est dit, c'est vrai qu'un guide, ça peut englober pas mal d'informations en une fois, pour que les gens l'aient un peu dans le magasin ou avant d'aller en magasin, qu'ils sachent comment s'y prendre. Aujourd'hui, l'idée, c'est pas de culpabiliser les gens. Enfin, ça ne sert à rien parce que ça fait l'effet inverse. Ouais. Les gens vont faire l'autruche et vont faire j'ai rien entendu. C'est plutôt de se dire ok, t'as une manière de consommer. Et moi, j'ai aussi à un moment donné été par cette phase quand j'étais plus jeune où j'étais trop contente de voir plein de choses pas chères pour me dire je peux changer tout le temps, régulièrement. Enfin voilà, on est des filles donc on aime bien changer. Et j'ai eu tout un processus justement où je me suis dit mais non en fait c'est pas forcément la bonne manière de faire. La manière juste par rapport à la manière dont c'est produit, mais à l'époque on n'avait aucune idée que c'était fait potentiellement par des enfants. C'est quand j'étais à l'ISTA, j'avais j'avais 21 ans que j'ai entendu parler de développement durable. J'avais entendu parler de l'affaire Nike avec les enfants qui faisaient les chaussures, mais c'était encore très peu connu. C'est grâce aux réseaux sociaux qu'on a commencé à entendre parler de tout ce qui se passe véritablement dans les coulisses. Et je pense que du coup, c'est pour ça aussi que je me dis c'est bien de se dire qu'il y a un chemin en fait et que c'est au quotidien qu'on progresse. Donc aujourd'hui, j'ai été entrepreneur, donc du coup c'est vrai que mon budget il a été hyper réduit pour consommer. Donc du coup je me suis dit quand j'achète c'est que j'en ai besoin ou alors je trouve d'autres manières de faire ou je fais des échanges avec ma famille ou alors je commence un peu à aller dans les friperies aussi. Donc voilà, on met en place différentes manières de faire. Et je pense que c'est à chacun en fait déjà ça commence à aller dans un magasin, prendre le vêtement, regarder l'étiquette et se dire ok, bon, je sais où c'est fait, je sais ce que c'est comme matière, je sais l'impact que ça peut avoir ou que ça a eu. Et après, c'est déjà ça en fait, être consommateur. Et je le prends et j'ai conscience de ce que j'achète en fait, je sais l'impact que ça a. Et donc du coup, quand je l'ai chez moi, je me dis je vais essayer de le mettre régulièrement, j'en ai besoin. Et c'est aussi se dire, est-ce que j'en ai besoin ou est-ce que je l'achète juste parce que j'ai une frustration, que j'ai envie de compenser un manque ou quelque chose? Parce que c'est ça aussi, le shopping excessif et qu'on a vu en sortie de confinement, des queues devant des chaînes de magasins. Les gens ils ont vécu un traumatisme aussi pendant ce confinement pour certains. Donc peut-être c'était une manière d'évacuer. Donc voilà, donc on se rend compte que le shopping c'est aussi psychologique. On a besoin d'acheter, d'accumuler pour remplir un vide. Donc c'est aussi revoir son rapport au shopping et pourquoi j'achète. Est-ce que c'est vraiment parce que j'en ai besoin, parce que ça me valorise, ou alors c'est juste j'ai envie d'un truc pour avoir un truc. Donc il y a toutes ces choses-là en fait qui vont déterminer ce que c'est être un consommateur en fait. C'est être en pleine conscience de ce que je fais quand je passe à la carte bleue. Et donc le guide nous permet de mieux comprendre comment faire les bons choix. C'est ça, exactement, avec différentes manières de faire. Il n'y a pas une seule fois, une seule chose à faire. C'est plusieurs choses qu'on peut grouper, qu'on peut faire au quotidien pour arriver à ce mode de vie éco-responsable. Et même éco-responsable, c'est aussi se dire qu'une entreprise qui s'arrête au bout de 2 ans, est-ce qu'elle est éco-responsable? En fait, c'est aussi développer des projets qui sont durables. C'est plus juste produire aussi, parce qu'il y a aussi plein de marques qui se lancent. Mais j'ai envie de dire, aujourd'hui, est-ce que c'est encore utile de créer une énième marque de vêtements? Qu'est-ce qu'elle va apporter de plus qu'une autre? Donc c'est aussi revenir aux vrais besoins des clients. Est-ce que peut-être finalement c'est pas aller se dire il y a peut-être une catégorie de la population qui a un vrai besoin, que ce soit au niveau de la morphologie, que ce soit par exemple des personnes à mobilité réduite. J'avais fait un projet là-dessus où des personnes elles ont besoin de types de vêtements pour les aider au quotidien, pour qu'ils soient plus pratiques tout en étant adaptés à leur style. Donc il y a plein de manières de recréer et peut-être pas juste faire des produits pour faire des produits. Il y a, tu parlais de savoir pourquoi on achète les choses, est-ce qu'on comble un vide ou voilà. Il y a une notion de bonheur aussi qui revient très souvent sur tes réseaux. Le bonheur, finalement, quand on entreprend, quand on est dans cette démarche, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un lien entre nos actions, le fait d'acheter? Est-ce que tu peux nous dire, toi, ta vision du bonheur, quand tu en parles, c'est quoi?
Alors le bonheur, c'est un grand mot philosophique. C'est pour ça. Ouais, voilà, c'est ça. Mais j'ai réussi à avoir ma définition. D'ailleurs, j'ai écrit un article sur mon site à ce sujet-là. Et en fait, j'ai pris conscience que le bonheur, en fait, on dit souvent le bonheur, c'est le chemin. En fait, c'est pas la destination. C'est en fait savoir apprécier chaque instant qu'on vit, que ce soit des moments qui sont parfois difficiles, parce qu'en fait, ou positifs, parce que chaque moment vient nous nourrir en fait là où on est. Et en fait, j'ai su être dans la gratitude, dans la reconnaissance de tout ce que j'ai vécu pour arriver où je suis aujourd'hui. Donc même quand j'ai vécu des moments difficiles avec mes associés, avec des partenaires, où je me suis sentie parfois abusée, ou voilà, où j'ai vécu des choses qui étaient difficiles, en fait aujourd'hui, je dis merci en fait à ces personnes, parce que c'est grâce à ça que j'ai pu grandir, que j'ai pu évoluer et que je me rapproche toujours plus de qui je suis. Et en fait, être qui tu es, c'est ça en fait le bonheur aussi, c'est se connaître, c'est oser exprimer pleinement qui tu es, ta créativité, ton potentiel. Et voilà, en fait, c'est pour moi, c'est ça le bonheur. En fait, c'est apprécier chaque instant, quel qu'il soit, parce qu'il t'apporte, il te nourrit en fait. Voilà. Il y a Marie Kondo qui, dans sa méthode Kondo, qui justement parle aussi de bonheur par rapport aux choses que l'on a. Est-ce que la chose que tu as entre les mains, est-ce que tu as de la gratitude? Est-ce qu'elle t'apporte du bonheur quand tu l'as? Ou est-ce que finalement, c'est juste une chose qui est là? Voilà, tout simplement. Et c'est vrai que cette notion de bonheur, des fois, on n'en a pas conscience. Soit on n'en a pas conscience, ou des fois, c'est tellement banalisé qu'on ne réalise pas des fois la chance qu'on a d'avoir ce qu'on a, justement. Oui, je pense que c'est ça, exactement. On a tellement de choses, on consomme tellement. Et quand j'étais en Afrique, je me suis rendu compte de l'écart. En fait, ici, on surconsomme et là-bas, à la limite, il y a presque pas de consommation. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de magasins quand j'étais à Kinshasa et tout. Et les gens font tout encore sur mesure. Enfin, tout est, tu vois, c'est encore, c'est très éco-responsable finalement leur manière de produire, on va dire. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que je me suis dit, regarde, nous en Europe, on surconsomme pendant que là-bas, ils sont obligés de prendre les vêtements limite qu'on met plus, on leur envoie là-bas, tu vois. Et je me suis dit, mais c'est pas normal en fait. Si on équilibrait un peu les choses, nous on consomme moins et eux puissent consommer un peu plus, mais de manière toujours raisonnée, tu vois, de manière, on va dire juste. Et ben du coup, ça permettrait à chacun en fait d'avoir ce dont il a vraiment besoin. Et puis on se rend bien compte qu'on a trop d'objets, qu'il y a trop de choses. Alors on est tenté parce que voilà, on voit tout le temps des nouvelles choses. Donc c'est forcément ça joue sur une partie psychologique d'avoir envie d'acquérir quelque chose de nouveau. Mais comme tu dis, c'est déjà se dire aujourd'hui j'ai déjà tout ça et l'apprécier déjà, en prendre soin aussi, ça passe par là. Ouais. Et quand tu as un vêtement qui te met en valeur, dans lequel tu te sens bien et tout. Mais en fait, au final, on se rend compte que la majorité des vêtements qu'on met, c'est toujours les mêmes parce que c'est ceux dans lesquels on se sent compte. C'est vrai. Donc en fait, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de tant que ça. Et pendant le confinement, on s'est bien rendu compte aussi. Ne pas consommer, au final, on n'en avait pas vraiment besoin. Enfin, on s'est rendu compte que c'était pas vital, quoi. Ouais. Donc c'est ces moments-là, je pense aussi de pause où on se dit, finalement, en fait, on a déjà tout, hein, et juste être reconnaissant de ce qu'on a et comme tu dis, le bonheur, c'est vraiment ça, c'est être reconnaissant de tous les objets qu'on a et de tout ce qu'on a dans notre vie au quotidien. Et il y a une étude qui est sortie, alors je ne sais plus quand est-ce qu'elle est sortie, mais qui mettait en fait en parallèle justement cette notion de surconsommation des pays très développés, comme la France par exemple. Ouais. Et on essayait de voir est-ce que ces pays très développés, est-ce que la population était très heureuse ? Parce que des fois, on a l'impression qu'avoir beaucoup de choses, c'est ce qui fera qu'on sera très heureux. Et en fait, par exemple, la France, qui est un pays très développé, les gens sont hyper pessimistes sur l'avenir, sont hyper négatifs, alors que des pays où les gens ne gagnent pratiquement rien, ils sont hyper positifs, ils croient en l'avenir. Et c'est vrai qu'ils avaient vraiment mis en parallèle cette notion de bonheur et de bien de consommation. Et là, on se dit, mais ouais, en fait, je peux être heureux sans avoir tout ça. Et qu'il y a pas de lien, en fait, entre ce côté matériel derrière lequel on court tout le temps et le bonheur. Ça n'a rien à voir. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et tu vois, même souvent, on voit bien que les personnes très, très riches, on voit dans certains films ou séries, on voit un peu la réalité des coulisses et souvent ils sont dans la drogue ou ils fuient en fait une réalité parce que c'est bien d'avoir l'argent, c'est bien d'avoir tous les biens matériels, mais si t'es pas heureux avec toi-même déjà, ça commence par là en fait. Tout le matériel c'est qu'une illusion, en fait c'est superficiel. Et une fois j'avais rencontré une dame, je la trouvais hyper intéressante. Elle m'a dit, tu sais, bon j'ai réussi ma carrière, j'ai beaucoup d'argent, j'ai eu mon sac Vuitton, j'ai eu ma maison, etc. Et après je dis ok, et après je vais pas acheter un deuxième
sac. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a créé une maison de restauration pour aider des femmes prostituées à sortir de la prostitution. En fait, elle a réinvesti son argent pour aider les autres, en fait. Donc, aujourd'hui, c'est ça, en fait, qui rend heureux aussi, c'est de dire, je sais que je peux apporter quelque chose dans le monde, je sais que je peux contribuer à améliorer la vie des autres tout en étant bien avec qui je suis, en fait. Et ça passe par là. Donc, c'est bien d'accumuler les biens, d'avoir un yacht, d'avoir un avion, etc. Mais si tu donnes rien aux autres et que tu n'as pas l'impression que tu as du sens à ta vie, en fait, c'est vain. Voilà. Donc, moi, c'est ma perception, en tout cas. L'argent, ça serait, si j'en ai un jour grâce à mon entreprise et que je prospère et que j'arrive à avoir une certaine somme, ça serait toujours pour réinvestir, pour monter toujours plus de projets, en fait. C'est ça mon objectif, c'est plus je gagne, plus je réinvestis pour développer toujours plus la vision, en fait. Et après, c'est cool, tu as ta maison, tu as ta famille, tu as les choses qu'il te faut, et après, le reste, tu continues à créer, en fait. Enfin, moi, c'est ça ce qui me plairait, c'est de créer à l'infini, de plus avoir de limites grâce à l'argent, voilà. Et de créer des choses qui participent à rendre le monde meilleur. Et ce sont quoi tes prochains projets, si tu peux en parler? Alors, mes prochains projets, mon souhait avant la fin de 2020, c'est que mon programme d'accompagnement puisse se développer toujours plus. Là, j'ai 4 personnes déjà, 4 entrepreneurs qui ont rejoint le projet. Donc, j'aimerais en accompagner toujours plus. Justement, si on veut suivre ce projet-là, si on veut travailler avec toi, on peut te joindre où? Alors du coup, le programme s'appelle Poetic Booster et j'ai lancé pour l'instant le programme Jeune Pousse. C'est sur 3 mois, c'est un programme intensif où j'aide vraiment les néo-entrepreneurs à soit s'ils sont à la phase d'idée, à structurer leur projet, ou bien s'ils ont déjà par exemple fait 1 ou 2 ans d'expérience mais qui savent plus très bien où ils veulent aller, on peut pivoter leur projet en repartant vraiment de qui ils sont pour essayer de proposer un projet innovant, unique et engagé dans le but de le rendre pérenne, en fait. Et donc, on travaille vraiment sur différents aspects comme le mindset, la structuration de son projet, le marketing, notamment digital, pour créer sa communauté, définir sa niche et consolider son projet avec des objectifs clairs, pour avoir une vision, en fait. Et donc, si vous voulez, vous pouvez me contacter par email, contact@poesiaconsulting.fr. Et après, je vais mettre en place aussi, je vais présenter une masterclass où justement, je présente un peu des clés pour aider les néo-entrepreneurs à se restructurer leur projet, à faire d'une nouvelle manière les choses, comme je l'ai fait moi-même. Donc, je me base toujours sur mon expérience parce que je trouve que c'est le plus intéressant. C'est du concret, en fait. C'est ça. Voilà. Et donc, je vois vraiment que c'est aujourd'hui plus, entre guillemets, ma niche, ce sera des femmes. En fait, je me rends compte qu'il y a vraiment un vrai besoin pour les femmes d'être accompagnées, de prendre confiance en elles. Donc, ça passe pas juste avec un plan business. C'est vraiment un travail profond, en fait, sur elles-mêmes. Et c'est super intéressant. Et je vois que je peux aider ces femmes et c'est super... Waouh, il y a beaucoup d'émotions en fait dans les coachings de groupe parce qu'avec les 2 personnes en ce moment, elles me disent ouais, tu m'aides à révolutionner mon cerveau, tu m'aides à changer ma manière de voir les choses, je prends confiance, ça m'aide à voir tout le potentiel que j'ai. Enfin voilà, et c'est ça que moi ça me passionne de voir la transformation, de pouvoir participer à cette transformation en fait. Et mon rêve, du coup, c'est d'accompagner toujours plus de personnes, de femmes, on va dire principalement, dans le développement et dans l'émergence de leur créativité grâce à l'entrepreneuriat, tout en servant une cause qui leur tient à cœur, qui peut aider la vie d'autres personnes et qui respecte la planète. Et en parallèle, je veux développer toujours plus le talk show, donc Poesia Channel avec le talk show sur la mode éco-responsable, puis développer d'autres émissions, d'autres programmes pour donner la parole justement à des entrepreneurs éco-responsables, engagés, pour qu'ils puissent partager leur histoire, comment ils développent leurs projets, faire connaître leurs initiatives, aussi des artistes. Par la suite, j'aimerais développer un programme d'accompagnement pour des artistes parce qu'on voit beaucoup de talents qui sont pas découverts parce que l'industrie de la musique, elle est très fermée, l'industrie du cinéma aussi. Et donc, c'est peut-être trouver une autre manière de faire connaître son art en créant des nouveaux concepts, en essayant de sortir des chemins tracés, en créant son propre concept artistique. Donc, moi-même, je travaille sur ce genre de choses personnellement. Donc, j'ai aussi envie de le permettre à d'autres de le faire. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a aussi l'événementiel que j'aimerais relancer prochainement. Je suis en train de mettre en place des services aussi. Donc, j'ai fait un sondage justement pour des entrepreneurs pour connaître leurs besoins. Donc, j'ai des idées de services, mutualisation de relations presse ou création d'une campagne de crowdfunding mutualisée. Enfin, voilà, il y a pas mal d'idées. Peut-être qu'ils ont envie d'une formation digitale plus spécifique. Enfin, j'essaie de voir les vrais besoins et d'adapter mes services en fonction de ce que chacun peut avoir. Et j'avais aussi commencé à travailler sur un projet dans les entreprises, du coup, où réunir des créateurs éco-responsables, faire de l'événementiel en entreprise, faire des ateliers aussi de développement personnel. J'avais commencé à mettre ça en place avec
avec une autre personne qui tout s'est arrêté et qu'il y a eu le confinement. Donc tout ce qui est démarche de la qualité de vie au travail, RSE, etc. Donc ça, c'est des choses aussi, je pense, qui sont très importantes à creuser pour amener entre guillemets, du bonheur en entreprise. Et quand on parle de bonheur, c'est simplement que les gens soient bien avec eux-mêmes pour s'épanouir dans leur travail, en fait. Voilà, donc en résumé, je crois que c'est ça. Il y a aussi la production, j'aimerais bien aussi développer des fonds pour développer des projets, investir dans de nouveaux projets, voilà, en résumé. Je crois que j'adore parce que tu as tellement de projets et on sent que ça bouillonne, que tu as plein d'idées et qu'il faut juste le temps que tout se mette en place, mais c'est vraiment super intéressant. J'essaye de me canaliser parce que sinon j'ai trop d'idées, donc là j'ai décidé, bon, maintenant tu te fais accompagner, tu fais step by step. L'objectif c'est au moins la rentabilité dans le sens où je peux me rémunérer et commencer à aussi avoir une équipe que je peux payer au fur et à mesure pour ensuite potentiellement avoir des partenaires financiers pour faire grossir le projet, quoi. Mais c'est vraiment mon objectif, voilà, de stabilité financière. C'est ça mon objectif d'ici la fin de l'année. C'est tout ce qu'on te souhaite, mais je suis certaine que ça se fera peut-être bien avant même la fin de l'année, parce que j'y crois. Ta motivation et en plus tes projets sont super intéressants, donc il y a vraiment pas de raison que ça se fasse pas, quoi. Ouais, merci beaucoup, ça m'encourage et j'espère que ça aussi inspirera d'autres personnes à oser se lancer et de dire, même si ça fait quelques années qu'ils sont dans leur projet, c'est pas grave si ça marche pas tout de suite. Faut jamais rien lâcher si c'est ce qui vous passionne et qui vous fait vibrer, et si en plus ça peut apporter du changement dans le monde, faut rien lâcher, en fait. Si on pouvait retenir une chose de toi, soit de toi, de ton expérience, ou quelque chose que tu veux vraiment que les gens retiennent, ce serait quoi? Je pense que ça passe par la persévérance, parce que c'est vraiment, je pense, une des caractéristiques qui va me définir. Je pense j'ai été très persévérante, j'ai été déterminée et passionnée, en fait. Je pense que c'est 3 adjectifs clés que j'aurais envie de transmettre aussi, parce que c'est ça, en fait, qui va permettre d'aller au bout de son projet. Et surtout, c'est bien d'avoir un plan, mais ce qui compte aussi, c'est d'être sur le terrain et de faire en permanence des choses qui te font évoluer, qui te permettent de comprendre comment ça fonctionne sur le terrain, quels sont les vrais besoins, et de ne pas rester dans sa chambre à faire des présupposés ou des business plans comme j'ai pu le faire au démarrage. Et c'est ça qui m'a aidé vraiment à sortir de ma coquille aussi, à oser montrer ce qu'on sait faire, en fait. Parce que parfois on peut avoir peur ou dire les gens vont pas aimer et quoi. Mais c'est oser, en fait, le faire, et c'est ça qui donne toujours plus de force et de puissance, en fait, pour aller plus loin. J'adore. C'est sorti tout ça. Et oser. Voilà, c'est ça. Génial. On a fait beaucoup plus d'1 heure. On a fait 1h15 quasiment. Écoute. Mais c'était super intéressant. Moi, j'adore, tu sais, ces pauses où on se dit, bon, allez, on va partir sur 50 minutes, 1 heure. Et puis finalement, c'est tellement intéressant. On a tellement de choses à partager que finalement, on dépasse l'heure, et c'est pas grave, parce que je suis certaine que tout ce que tu as transmis pendant cette pause sera utile même à une personne qui, en t'écoutant, se dira, mince, moi, j'ai pas osé parce que, comme tu le disais peut-être, je me sens pas légitime, ou je suis une femme, ou c'est compliqué, ou voilà. Et que grâce à Natacha, là, je me dis, allez, j'essaye, et tiens, je contacte Natacha. Donc, si on arrive même à avoir une personne qui, grâce à ce podcast, se sent est touchée parce que tu as dit, moi, je suis contente. Donc, vraiment, vraiment merci, parce que c'était topissime. Écoute, merci beaucoup à toi. Et franchement, même s'il y a une personne, c'est une personne qui va toucher une autre personne, qui va toucher une autre personne. Donc, en fait, l'effet domino, il a commencé avec une personne. Exactement. Donc, en fait, c'est génial. Et tu vois, parfois, on se dit, il faut avoir une grosse communauté. Et c'est cette présupposé, tu sais, sur les réseaux sociaux. Ouais, mais j'ai pas beaucoup de followers, donc je suis pas utile et tout. Mais en fait, c'est ça qui m'a aussi aidé à changer ma manière de voir les choses. C'est, OK, t'as peut-être 50 followers, 100 followers, 800 followers. Mais ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu leur transmets et qu'est-ce que ces gens derrière vont faire grâce à ça. Et si c'est ces gens qui te payent ou qui ont besoin de tes services, tu t'en fiches d'en avoir 1000, 3000, 100 000, 1 million. Ce qui compte, c'est ceux qui vont vraiment utiliser ce que tu leur transmets et qui vont changer leur vie et qui vont faire évoluer la vie d'autres, en fait. C'est la transmission. Moi, j'aime beaucoup le concept aussi du maître et de l'élève, tu vois. C'est avoir quelqu'un qui t'ouvre la voie, qui te montre le chemin. Toi, tu reçois et toi, tu peux aussi transmettre. Et après, c'est un effet domino. Et c'est comme ça aussi, je pense qu'on va changer ce monde tel qu'il est pour le rééquilibrer et avoir un mode de vie plus éco-responsable.
plus sain pour que chacun en fait trouve sa voie, mais c'est parce qu'il y a une petite minorité qui commence, qui va impacter les autres en fait. Donc ça aussi c'est un message que j'aurais envie de laisser à la fin, c'est le petit colibri finalement, c'est avec sa petite goutte. Moi aussi je me suis dit avec mes dons, mes talents, je fais ce que je peux et petit à petit fructifie et on voit que ça commence à avoir un impact de plus en plus. Et c'est aussi le fait dans la durée, parce qu'il y a des personnes qui m'ont vu commencer et qui me voient aujourd'hui et qui disent oui mais c'est sincère ce qu'elle fait, c'est pas juste pour surfer sur la vague ou parce que c'est maintenant la mode éco-responsable, c'est sincère, donc il faut, même si tu es précurseur, pionnier, il faut rien lâcher en fait, parce que c'est toi qui es peut-être en train d'ouvrir la voie à d'autres en fait, donc il faut persévérer vraiment et croire en soi et croire en potentiel qu'on peut partager dans le monde. En tout cas, merci Natacha pour avoir partagé ce moment avec moi. Moi, je te suis sur les réseaux, je suis ton évolution et hâte de voir tous tes projets. Voilà, on a parlé longtemps. Merci beaucoup en tout cas pour cette opportunité vraiment d'être là, d'échanger avec toi et pour toutes les personnes qui nous écouteront. Croyez en vous, croyez en vos rêves et c'est parti, à l'action. Passez à l'action. Nickel, merci.